Alors on est en direct aujourd'hui devant le Parlement européen de Strasbourg. On est tous là à ce rassemblement pour la cause palestinienne. Et j'aimerais que vous nous racontiez un peu la mésaventure qui vient de vous arriver. Eh bien, je voulais aller avec mon ami traverser la route pour aller visiter d'un peu plus près le Parlement européen. Et ils m'ont dit de ne pas prendre mon drapeau. J'ai le drapeau de France-Palestine parce que je suis militante à l'association France-Palestine à Nancy. Et donc j'ai dit je ne prendrai le drapeau, donc il fallait que je le prie. Et après ils m'ont dit vous enlevez votre écharpe palestinienne. Et j'ai dit il n'en est pas question, je garderai l'écharpe palestinienne. Et s'il ne faut pas traverser la route, je ne la traverserai pas. Mais je garderai cette écharpe palestinienne, qui sera dans mon cœur jusqu'à jamais. Jusqu'à la libération de la Palestine. Jusqu'à la libération. Voilà. Merci madame. Je vous en prie. Et vive la Palestine. Vive la Palestine vivra, ouais. La Palestine vaincra. Condamner Israël, de condamner le génocide et que l'Union européenne reste dans la complicité. Comme vous le savez, je reviens de la Palestine. J'y ai passé une semaine. Ils résistent, ils sont là, c'est leur terre et ils veulent pas se faire chasser, ils vont pas se laisser faire. Et une chose qu'ils m'ont dit, ils sont dégoûtés des gouvernements européens qui parlent de droit international, qui parlent de droits humains, mais qui ensuite les lâchent, les abandonnent. Mais une chose qu'ils m'ont dit, et qui est important, qui m'a ému, c'est de dire ô combien ils sont au courant des mobilisations, des manifestations en France, en Belgique et partout en Europe. Parce qu'ils savent que nous, on n'est pas complices comme nos gouvernements, que nous, on est là contre le colonialisme, contre l'annexation et contre le génocide. Merci beaucoup, camarades. Bravo! Merci, moi je suis toujours très honoré d'être parmi vous. Alors je vais essayer de faire dans l'ordre pour rien oublier, mais déjà je voulais saluer les associations qui sont présentes ce soir, qui font vivre ce combat au jour le jour, qui même portent sur leurs épaules depuis des années, malgré les critiques, parce que des fois c'est certaines personnalités qui sont mises en avant, ça a été mon cas, mais j'oublie pas qu'en fait bien avant moi il y a tous les anciens qui portent ce combat sur leurs épaules depuis des années et qui portent aussi les infamies, ça a été évoqué tout à l'heure, mais les infamies qu'on leur colle, les étiquettes qu'on leur colle sur le front pour faire taire le débat. Aussi pour remercier le Bar Life, parce que c'est aussi dans ces lieux-là en fait qu'on arrive à se retrouver. Donc il s'agit de soutenir à la fois les associations, Palmed, mais aussi les lieux qui permettent cette expression-là. Et je crois que ces lieux-là ont une importance profonde parce que quand on voit ce qui se passe et quand on est isolé par rapport à ce qui se passe, on est seul avec sa colère, ça nous ronge. Et je crois que c'est justement ces moments où collectivement on se retrouve, que ce soit dans des rassemblements ou dans des lieux de culture, d'art, de discussion, de dialogue, de démocratie en fait, parce qu'on la cherche parfois dans d'autres pays. Ça permet aussi de se mobiliser, de ne pas se laisser bouffer par tous les sentiments parfois mauvais aussi qui nous envahissent, et justement d'arriver à trouver les arguments les meilleurs pour essayer toujours de convaincre autour de nous et de porter ce combat-là. Tu as raison, j'étais au rassemblement tout à l'heure à Lille. Au-delà même de l'air mauvais, j'ai vu des gens en deuil qui ne comprennent pas, parce qu'on ne parle pas des gens qui ont été assassinés ces dernières heures au Liban. Donc aujourd'hui, effectivement, je viens vous raconter un peu un témoignage assez personnel, mais qui ressemble à beaucoup d'autres Palestiniens. Voilà, donc j'ai ma famille qui est à Khan Younes, donc c'est une ville dans la bande de Gaza. Donc avant le 7 octobre, voilà,
j'avais l'occasion de pouvoir aller là-bas, de pouvoir aller à Khan Younes. Et on nous parle souvent du 7 octobre, comme si tout avait commencé le 7 octobre. Mais les coupures d'électricité étaient déjà présentes avant le 7 octobre. Les bombardements étaient déjà présents avant le 7 octobre. Et la situation était déjà assez compliquée pour pouvoir aller déjà à Gaza. Il faut savoir que nous, les Gazaouis, on doit passer par l'Égypte pour pouvoir se rendre chez nous. On traverse le Sinaï pour se rendre au checkpoint à Rafah. Et il faut savoir que c'est au bon vouloir des Égyptiens. C'est-à-dire que s'ils veulent fermer la frontière, ils la ferment. S'ils veulent qu'on passe pas, on ne passe pas. Et du coup, la situation était déjà assez dramatique, bien avant le 7 octobre. Il est arrivé le 7 octobre. Les premiers bombardements ont eu lieu principalement dans le nord de la bande de Gaza. Il y a eu des bombardements aussi dans le sud, mais moins intenses que dans le nord. Et ils ont demandé à la population du nord de se déplacer vers le sud. Encore une fois, se déplacer, qu'est-ce que ça veut dire se déplacer? C'est-à-dire se déplacer d'un point A vers un point B. Sauf que, où vont-ils aller au fait? Ils vont principalement dans des écoles. Ils sont aussi accueillis par beaucoup de Palestiniens du sud, de la bande de Gaza, Khan Younes, Rafah. Et moi, ma famille, du coup, qui habite à Khan Younes, on a accueilli ici des Palestiniens de Jabalia, qui est une ville dans le nord de la bande de Gaza. Et pas mal aussi sont morts lors du trajet, parce qu'en fait, l'entité sioniste dit que voilà, il y a des couloirs humanitaires pour laisser la population partir du nord vers le sud, sauf qu'ils bombardent ces couloirs humanitaires-là, ils bombardent ces routes-là. Il y a eu la trêve, et suite à la trêve, pendant la trêve, du coup, les personnes qu'on avait accueillies sont parties vers le nord, et ils se sont principalement occupés du sud. Et voilà, on a reçu un SMS de l'entité sioniste. Vous avez 2 heures pour sortir du quartier. Du quartier où on a vécu, où on partait là-bas, nous, en vacances, où eux ont grandi, où on partageait ces moments de joie. On devait partir de notre quartier. Donc on avait préparé nos affaires, on avait envisagé ce scénario à l'avance, et on est partis tous ensemble, et on a la chance d'avoir une résidence secondaire. D'autres sont partis vers une région qui s'appelle par exemple Mawassi, qui est un endroit qui est proche de la mer, où ils vivent sous des tentes. Donc nous on est partis, on a la chance d'avoir une résidence secondaire, on a pris au fait avec nous des personnes de notre entourage qui avaient dans le quartier, et on est parti justement vers cette résidence secondaire. Quelques jours plus tard, la résidence principale à laquelle on vivait depuis des années a été bombardée. Le quartier a été bombardé. À cet instant même, c'est pas en fait, si vous voulez, c'est pas forcément de la pierre ou autre, mais c'est plus les souvenirs en fait. C'est pas ce qui a été démoli, c'est les souvenirs qu'on a passés avec nos moments qu'on a passés dans cette maison, dans ce quartier qu'on retrouve démoli. Et du coup, on est parti dans cette résidence secondaire qui est à Khan Younes, dans une autre zone, dans un autre quartier. Ce quartier, ils sont arrivés et ils l'ont assiégé. Donc l'armée sioniste est arrivée et a donné un ordre d'expulsion. Un ordre d'expulsion en disant, ben voilà, vous avez 24 heures pour partir vers Mawassi, du coup, vers là où justement sont la plupart des camps de réfugiés, à Khan Younes. Ou alors vous avez l'autre possibilité, c'est d'aller à Rafah. Ma famille a refusé de partir et beaucoup d'autres autour de nous ont refusé de partir. En fait. On s'est dit, on a été expulsé d'un endroit A à un endroit B, on ne va pas continuer à bouger au fait. Et c'était une décision de l'ensemble du quartier. Le lendemain, les répercussions ont été qu'ils sont rentrés dans quelques familles et ils ont tué les hommes devant leurs femmes et leurs enfants.
ma famille, si j'ose dire, n'a pas eu, a eu la chance de ne pas faire partie de ces familles-là qui ont subi ces deuils. Et du coup, on s'est réfugié vers Mawassi et sous des tentes. Et toujours, nous, cette difficulté de pouvoir communiquer avec eux. Parce que on stresse au quotidien. Il arrive des fois qu'on n'ait pas de nouvelles de la famille une semaine et demie. Et c'est un stress que nous vivons au quotidien, que ce soit moi, que ce soit mon père, que ce soit notre famille, que ce soit aussi d'autres familles qui sont présentes aussi ici et qui ont de leur famille à Gaza. Et du coup, on est parti vers le littoral, sous une tente. Et est arrivé le Ramadan. Et le premier jour du Ramadan, je reçois un appel. On me dit, ton cousin, il est mort. Ton cousin, il est mort, il a été bombardé. Très touché, mais aussi reconnaissant envers ceux et celles qui sont passés juste avant moi pour remettre un visage sur les innocents qui ont été fauchés par les bombes israéliennes, pour remettre des vies, des espoirs, des histoires qu'on ne nous raconte pas à la télé. J'étais en colère parce qu'à la télé, on nous vante des prouesses. On nous dit que c'est super ce qui se passe, que c'est des prouesses technologiques. Moi, je vois que des morts innocents qui sont fauchés. Et je crois que ce rassemblement nous fait honneur en notre condition d'être humain, qui refuse absolument, toujours, qu'un seul ou une seule innocente soit sacrifiée pour accomplir des buts militaires. Ce rassemblement nous fait honneur parce qu'il est la preuve que dans ce pays, il y a encore des gens qui se battent contre la loi du plus fort pour avoir un peu de sensibilité et d'humanité. Des gens qui se battent pour éviter que ces enseignants et ces enseignantes qui sont décédés, qui ont été tués ces derniers jours, ces dernières heures, ces enfants qui n'ont rien fait eux à Israël, qu'il n'y en ait pas plus. Et ce combat, il est dur, il est frustrant, mais il est tellement essentiel parce qu'à chaque rassemblement qu'on fait ici, on regarde les autres et on leur dit: qu'est-ce que vous avez fait vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Et on les interpelle, il y a de plus en plus de gens aussi qui viennent. La dernière fois, il y avait une action au Carrefour, par exemple, avec la FPS, pour dénoncer la complicité, le marchandage. Qu'est-ce que vous faites quand la France exporte des armes? Emmanuel Macron a été interpellé au Canada, jusqu'au Canada. Le mouvement citoyen pacifiste est allé le chercher. Je ne sais pas quelle sera l'issue des bombardements d'hier. Les répercussions géopolitiques vont être immenses. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ce que je sais, c'est qu'en tant que militant pour la justice, pour la vie, on ne va jamais s'arrêter de se mobiliser. Et j'aimerais que les médias français, qui sont si peu à ce rassemblement, s'interrogent un petit peu, au lieu d'inviter le rejeton de Sarkozy, qui a fait un aveu cruel, qu'ils crèvent tous, il a dit. Il ne parlait pas du Hezbollah. Il montrait juste en disant cela, qu'en fait une vie de Libanais, de Palestiniens, de Gazaouis, qu'une vie arabe en général, ne compte pas autant qu'une vie d'occidental. Et bien plutôt que d'inviter ces gens-là, invitez peut-être, posez-vous la question de savoir s'il n'y a pas des franco-libanais qui ont été touchés par ces bombardements. Parce qu'il y en a. Il y a des familles qui sont traumatisées. Intéressez-vous à cela. Et tant que les médias ne feront pas ce travail, nous on sera là. On continuera à se mobiliser avec cette espèce de colère qui bouillonne, mais aussi cette grande dignité. Et je vous remercie pour ça. Cette grande dignité parce que nous on est civilisés. On n'appelle pas à la vengeance, on n'appelle pas à tuer des innocents en retour. On appelle à la paix et à la justice. Et tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix. Merci de votre mobilisation.
Un petit mot pour React One, toujours au cœur des luttes et du combat. Pour suivre encore les stands de la FPS et de la Palestine. Tant qu'il y aura un génocide et qu'Israël continuera à envoyer des bombes, vous savez que vous pouvez compter sur les insoumis. Avec vous, on ne va pas lâcher le combat. Ils ne veulent plus en parler, ils mettent tout ça sous le tapis comme si ça n'existait plus. Tous les jours, il y a des gens qui meurent. Et tant que ça continuera, nous, on sera là. Et puis il est temps qu'on prenne des sanctions un peu. On a gagné un truc dans cette bataille. C'est que tout le monde s'est mis à dénoncer, à dire ça va pas, etc. Ce qui n'était pas le cas au début. Au début de la mobilisation et au début du massacre orchestré par le gouvernement d'extrême droite de Benyamin Netanyahou, tout le monde disait c'est la liberté d'Israël à se défendre, etc., etc. Bon, à force de mobilisation en France en tout cas, la classe politique française a fini par dire bon quand même, ils vont trop loin, etc. Mais maintenant, là où il faut mettre la pression, c'est que ça suffit pas de condamner, de dire c'est pas bien, non. Maintenant, il faut poser des actes. Il faut arrêter d'envoyer des armes, embargo sur les armes, il faut prendre des sanctions diplomatiques, mais aussi des sanctions économiques. Il faut enfin mettre de la pression, quoi. Mais pour ça, il faut poser des actes. Et puis, il faut reconnaître l'État d'Israël, l'État de Palestine. De Palestine, ouais. Parce que ça aussi, ce serait un acte fort si la France reconnaissait l'État palestinien. Et ça permettrait de faciliter le fait de rentrer les choses à l'intérieur du droit international, de permettre à l'État palestinien étant reconnu de se défendre devant les juridictions internationales de manière plus facile, etc. etc. Mais donc la France, elle a des moyens d'action. C'est pas vrai que la France, elle peut rien faire, qu'elle est condamnée à regarder de l'extérieur en disant c'est pas bien. Non. Donc maintenant, Monsieur Macron, quand vous aurez fini de voler les élections et que vous aurez enfin entendu le peuple français, bah, il faut se mettre à agir. Et sinon, c'est nous qui allons finir par arriver au gouvernement et nous, on agira. Plus les mots depuis que j'ai vu des corps qui tombaient, assassinés par une équipe de sauvages. C'est pour ça que j'écris ces mots spontanément. Quelques vers jetés pour seul témoignage, juste en guise de paix. En guise de paix, on a entendu ta voix. De loin, de loin, de loin. Je t'observe, Palestina, Palestina, Palestina. Relève la tête de tes enfants, on est tous fiers de ta résistance. N'oublie rien de ce qui se passe là-bas. Ouais. Je t'observe, Palestina, Palestina, Palestina. 76 ans d'occupation, aucun repos, aucun répit. Soutien total à tes enfants, tes femmes, tes hommes, ces résistants. Gravés au cœur de larmes de sang, de larmes de sang. Plus on pense à toi, plus on se bat pour toi. Plus on pense à toi, plus on se bat pour toi. Plus on pense à toi, plus on se bat pour toi. Plus on pense à toi, plus on se bat pour toi. Je t'observe, Palestina. Plus on pense à toi, plus on se bat pour toi. On te voit souffrir en silence, on t'aime, Palestina. Plus on pense à toi, plus on se bat pour toi. Garde espoir, la France se réveille doucement, Palestina. Plus on pense à toi, plus on se bat pour toi. On essaie de te sortir d'enfer du diable d'Israël.